Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vidéo cours. Quelques manipulations. C'est parti. L'eau, une ressource essentielle. Comment gérer une ressource fragile? En introduction. En 50 ans, la pression démographique a provoqué un triplement des prélèvements d'eau douce dans le monde. Cet accroissement s'accompagne d'une pression plus grande sur les productions agricoles, alors que l'agriculture représente plus de 70% de la consommation d'eau douce dans le monde, devançant l'industrie avec 20% et les besoins domestiques avec 10%. Les besoins en eau devraient augmenter de 70% à 90% et en 2030, l'ONU estime que 67% de la population mondiale ne devrait pas avoir accès à un système d'assainissement décent. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre les enjeux liés à l'eau dans le monde, une ressource essentielle mais fragile. Le plan. L'étude de cas l'eau en Espagne nous a permis de mettre à jour 4 observations. Une ressource inégalement répartie, un levier de développement qui transforme les paysages, l'eau au cœur de conflits d'usage, quels acteurs pour quelle politique de l'eau. Ce sont ces éléments qui nous permettent maintenant de structurer l'analyse de cette question à l'échelle globale. Première partie, une ressource inégalement répartie face à des besoins croissants. Une ressource inégalement répartie. Ces deux représentations, un graphique et une carte, nous permettent d'identifier 9 géants de l'eau qui accaparent l'essentiel de la ressource, se partageant près de 60% des ressources disponibles dans le monde. Comment expliquer cette inégalité de la répartition de la ressource? 1-2, le climat comme moteur, mais pas que. Les cycles climatiques sont en grande partie à l'origine de la géographie des ressources. Les précipitations sont très inégalement réparties à la surface de la Terre. 4 exemples ici pour mieux comprendre. Mumbai en Inde, un des 9 géants de l'eau. Les précipitations y sont très irrégulières et liées au cycle de la mousson saisonnière, des pluies abondantes sur une période courte. Manaus au Brésil. Les précipitations sont abondantes tout au long de l'année. On n'observe pas de mois secs où les précipitations seraient inférieures à 2 fois la valeur des températures. Dubaï, aux Émirats arabes unis, des précipitations faibles, un climat désertique, puisque ces dernières sont inférieures à 100 mm d'eau par an. Terminons notre périple au Taillan-Médoc, un climat océanique, chaud, avec des précipitations abondantes et une moyenne annuelle de l'ordre de 940 ml d'eau par an. Ces 4 modèles que nous venons d'observer ne sont pas figés. Ils vont être ou sont déjà affectés par le processus du changement climatique. On peut ici envisager 4 conséquences qui, bien sûr, modifieront la géographie globale de la ressource. Ces 4 conséquences sont une réduction des débits des cours d'eau alimentés par la fonte des neiges, une transformation dans la distribution des précipitations, une élévation des océans ayant pour conséquence la salinisation des aquifères et, pour terminer, une augmentation
de l'irrigation du fait du réchauffement global. Ceci peut expliquer le recours de plus en plus massif à l'eau souterraine, aux eaux souterraines, faisant de l'eau une véritable ressource minière. La part de la consommation des eaux fossiles, c'est-à-dire des eaux qui ne se renouvellent que lentement, ne cesse d'augmenter. Leur utilisation est en fait une surexploitation qui va conduire à leur disparition progressive. Ces ressources, donnant l'impression d'une ressource abondante, favorisent des pompages non durables. Actuellement, 3 États, tous situés dans une zone de stress hydrique intense, cumulent 85% de l'exploitation minière des aquifères dans le monde, à savoir, pour commencer, l'Algérie, la Libye et l'Arabie saoudite. Globalement de plus, l'utilisation de cette ressource ne cesse d'augmenter du fait de la croissance démographique et de l'augmentation de la consommation en eau par habitant. À noter que ces eaux sont principalement liées, leur utilisation est liée à des fins domestiques et seuls 20% des volumes servent à l'irrigation. Un point 3, la disponibilité en eau dans le monde. Perspective globale, à partir de ce document, la carte de la disponibilité en eau douce dans le monde, elle date de 2007, mais il n'y a pas de modification majeure à observer. Les changements et les grandes tendances restent exactement les mêmes. Quelques éléments. Depuis le début du XXe siècle, les prélèvements ont été multipliés par 7. Le stress hydrique, à savoir une disponibilité en eau de moins de 1700 m3 d'eau par an et par habitant, concerne 63 de la population mondiale en 2025. Les terres irriguées ont-elles été multipliées par 5 ? L'irrigation, absorbant 70% des besoins en eau, cette irrigation, qui plus est, pratiquée principalement dans des zones semi-arides voire arides, en Asie également, avec une intensification ici de la riziculture, du fait de la croissance de la population et plus généralement également de la croissance de l'urbanisation. Passons maintenant à l'indice d'exploitation. L'indice d'exploitation de l'eau, c'est-à-dire le volume d'eau prélevé pour couvrir l'ensemble des besoins d'un pays par rapport au volume moyen naturel disponible, fait apparaître de fortes disparités. Sachant que l'on parle de pénurie à partir de moins de 1400 m3 d'eau par habitant et par an. On évalue de ce fait à 1,3 milliard de personnes les populations vivant en état de pénurie dans le monde. À partir de cette carte, on peut identifier ici 3 ensembles, les pays à forte disponibilité, comme par exemple le Canada, la Norvège, le Gabon, mais également le Venezuela, les pays bien pourvus, qui concernent principalement les pays industrialisés, dont la France, l'Europe, donc les États-Unis, le Japon, ainsi qu'une grande partie ici de l'Asie des moussons. Pour terminer, les pays vulnérables, du Maghreb à l'Inde, en passant par l'Asie centrale, par exemple, mais également ici la Libye, dans des pays comme l'Arabie saoudite ou la Libye, l'indice d'exploitation est supérieur à 100%. Notons enfin que pour certains pays, cette disponibilité est rendue encore plus fragile du fait qu'ils dépendent d'eau d'origine externe. C'est le cas par exemple des Pays-Bas, mais également de
l'Égypte, qui ne contrôle que le cours inférieur du Nil et dont le débit est affecté par les politiques d'aménagement hydraulique menées en aval.